Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je n'ai pas été très présente cet été, donc je vais faire un bilan de l'été sur juillet-août avec donc beaucoup de lectures, mais ça sera l'occasion de revivre même pour moi toutes les belles ou moins belles lectures que j'ai pu avoir pendant ces 2 mois. Heureusement, ça va que de 3 à 5 étoiles avec mes 2 coups de cœur pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Et on commence tout de suite avec mes lectures 3 étoiles. Il va y avoir pas mal de romantasy, je l'avoue. Je vais pas trop revenir dessus dans cette vidéo, mais c'est un grand sujet pour moi sur pourquoi je n'arrive pas à aimer plus que ça la plupart des romantasy, alors que ça regroupe tout ce que j'aime, c'est-à-dire la fantasy et la romance. Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. J'aurais vraiment aimé, mais j'ai trouvé ça un peu convenu, un peu vu et revu sur l'intrigue. L'univers est très chouette, vraiment, par contre. Le personnage de Lara est assez intéressant, mais voilà, entre le personnage principal masculin, que je trouve pas très original, ni l'intrigue... Enfin voilà, on sent à peu près toutes les péripéties venir. J'ai pas été très surprise. Donc je pense que pour découvrir la romantasy, c'est très bien. Quand on commence à avoir un peu plus de bagages, on va dire, je le trouve sympa, mais voilà, pas de gros coup de cœur. Le Premier sorcier de Jay Saylor. On est sur quelque chose d'un peu plus sorcellerie, magie, et malgré des thématiques super intéressantes, avec un féminisme assez ancré, des personnages féminins plutôt badass dans l'idée, j'ai pas été complètement convaincue non plus par l'intrigue ni la construction de certains personnages, notamment la sœur de l'héroïne, qui est un peu effacée, un peu faible, et qui d'un coup décide d'apprendre à manier des armes, à conduire une moto, et tout ça en 2 jours. Voilà, il y a des petites choses comme ça un peu faciles à mon goût, et c'était long, franchement c'était long, qui n'a pas arrangé les choses pour moi. Donc pareil, pas une énorme daube à mes yeux, mais je me suis un peu ennuyée et j'ai pas du tout été embarquée malheureusement par ce roman. The North Wind d'Alexandria Warwick, 3e romantasy. Alors heureusement la fin était vraiment mieux que le début, mais au début c'était long. Le personnage de Vren, moi ça marchait pas trop, je la trouvais plutôt débile, désolée de le dire mais c'est le cas. Donc j'aime pas trop en fait ces personnages qu'on dépeint un peu comme courageuses alors qu'au final elles sont plus téméraires et un peu bébêtes parfois dans leur réaction. C'est pas trop mon truc. Bon, ça arrive. En tout cas, après ça va mieux. Et j'avoue que j'ai aussi été assez dérangée par le mélange mythologie grecque et réécriture de La Belle et la Bête, qui je trouve n'est pas forcément super pertinent finalement. Donc je sais pas, il y a quelque chose voilà, qui m'a vraiment manqué dans l'univers, même si le dernier tiers du roman, on va dire, j'ai vraiment été embarquée par l'intrigue, les personnages, leur évolution. Ça c'était vraiment sympa. Mais tout le début du roman, il y avait quelque chose voilà, de maladroit peut-être, je ne sais pas. Mais c'est ce qui fait que malheureusement il n'a eu que 3 étoiles à mes yeux. La cour de la haute montagne avec Emelford, encore de la romantasy, je les fais tous comme ça c'est fait. Là ce qui m'a posé problème, au-delà du côté vu et revu de l'intrigue de tout ça, c'est ce décalage entre le fait que ce roman est indiqué pour les plus de 16 ans parce qu'il y a des scènes de smut, donc des scènes de sexe explicites. Il n'y en a pas 40 000 mais il y en a, donc ce que je comprends tout à fait. Et en même temps la construction des personnages, l'intrigue, l'univers, pour moi faisait très adolescent, en dessous de 16 ans j'entends. Et en fait finalement je pense que j'aurais beaucoup plus aimé ce roman si il avait été complètement étiqueté young adulte. On enlève les scènes de smut et on en fait voilà une bonne lecture pour 13-14 ans. Je pense que là j'aurais pu être embarquée. Mais à partir du moment où on me dit que c'est pour des plus de 16 ans, donc on va dire quand même des jeunes adultes, où bah, j'attends un peu plus de complexité, j'ai trouvé ce côté un peu simplé de l'écriture des personnages décevant. Donc pour moi il y a ce décalage qui malheureusement ne va pas en faveur du roman. C'est bon pour la romantasy dans les 3 étoiles, on passe à la suite. Disparaître dans la nature d'Evan Ratcliffe, c'est un tout court ouvrage qui est pas inintéressant, mais à la base ce sont des articles de journaux et je m'interroge sur l'utilité de l'avoir paru en livre, parce qu'en soi c'est très intéressant, mais comme tout article de journal c'est pas forcément hyper approfondi. En gros c'est un journaliste qui décide d'essayer de voir si c'est vraiment possible de disparaître complètement à l'heure des réseaux sociaux, de la surveillance de masse, etc. Donc voilà, l'expérience est très intéressante et les thématiques abordées le sont également, mais c'est très court, très superficielle. Donc voilà, je suis un peu perplexe sur l'intérêt profond de cet ouvrage, qui n'est pas mauvais, mais voilà, c'est bien en article de journal. L'Ensorcelé de Jules Barbet d'Aurevilly, un classique, pas très long, mais j'ai eu beaucoup de mal à plonger dedans à cause de la plume, très belle mais pas fluide du tout. Peut-être que ça aurait été mieux à une autre période, je ne sais pas, j'ai mis énormément de temps à le lire. Après c'est voilà très gothique, l'ambiance est géniale et j'ai aimé beaucoup de choses, mais le fait que j'ai pas réussi à rentrer dedans vraiment d'un point de vue de la fluidité, ça m'a complètement arrêté. J'ai mis plusieurs mois à le lire alors qu'il fait 200 pages. Peau d'ours de Grégory Le Floch, un roman de la rentrée littéraire que j'ai lu en avant-première grâce à une masse critique Babelio, et déception parce que j'ai adoré le thème. Ça se passe dans les montagnes françaises, on suit une adolescente lesbienne grosse, très mal dans sa peau, qui
se transforme petit à petit en ours. Donc il y a un côté un peu réalisme magique, fantastique, comme ça, dans une ambiance très folklore local, des légendes de montagne. Enfin ça, c'était vraiment très chouette. La plume est parfois, et souvent, très belle. Il y a des passages magnifiques. Mais le problème pour moi, c'est l'héroïne. L'auteur a voulu la rendre jeune du haut de ses 16 ans. Et elle sort des mots comme meuf, daron, daronne, le pire étant tush pour dire la chatte. Personne ne parle comme ça, je crois, à l'heure actuelle. Et du coup, ça donnait vraiment l'impression d'un auteur qui ne sait pas comment parle une jeune de 16 ans à l'heure actuelle, qui s'imagine qu'elle parle comme ça, et ça crée un décalage un peu ridicule à mes yeux, enfin qui marche pas du tout en tout cas. Donc tant qu'elle parlait pas, c'était très bien, mais dès qu'elle ouvrait la bouche, c'était compliqué. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que ça se veut une écriture poétique, certes crue. J'ai pas trouvé ça cru, j'ai trouvé ça juste un peu à côté de la plaque. Enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt comme ça qu'on parlait il y a 20 ans et pas forcément à l'heure actuelle. Donc voilà, un décalage dans la plume qui était assez dérangeant malheureusement, malgré tout le reste qui est vraiment très bien. De fil en aiguille de Jenny Colgan, peut-être ma plus grosse déception dans le sens où j'ai toujours aimé Jenny Colgan, j'ai lu toutes ses sagas de la petite boulangerie, de la confiserie, j'en ai lu vraiment pas mal et à chaque fois j'aimais ce côté feel good, bien sûr on sait comment ça va se finir, mais elle réussissait toujours à trouver comme des événements vraiment touchants, émouvants, profonds, on s'attachait vraiment aux personnages et toujours aussi évidemment les paysages anglais ou écossais. Dans celui-là, rien de tout ça, on sent qu'elle veut faire pareil, mais j'ai pas du tout été touchée par les personnages, je les trouve très peu construits. L'intrigue est assez plate et pas très intéressante honnêtement. Il y a un truc un peu dangereux qui se passe à un moment, c'est vraiment le seul intérêt du roman. Et ensuite ça se résout et boum, le roman est fini deux chapitres après presque. Je sais pas, j'ai trouvé vraiment pas très profond en fait, et je sais pas trop ce que l'autrice a voulu faire ici. Le côté tricot m'intéressait peu, mais ça à la rigueur c'est pas un problème, on peut lire ce qu'on n'apprécie pas. Mais voilà, trop de légèreté pour le coup, dans la construction, les émotions, j'ai rien ressenti, donc grosse déception pour celui-là. On va passer aux lectures 4 étoiles, il y en a pas mal, tant mieux, c'est-à-dire que j'ai passé un été quand même pas si mauvais. Un petit ouvrage rapide, je vais pas m'éterniser dessus, sur le Human Design de Melissa Simoneau, que j'ai pu lire grâce à l'OP All Stars cet été. C'est très intéressant, voilà, si on s'intéresse un peu à tout ce qui est Human Design évidemment, mais aussi astrologie, profil, c'est un ouvrage très accessible, très complet, qui est vraiment très intéressant. Comme tous les outils de développement personnel, c'est jamais à prendre au pied de la lettre, mais ça reste très intéressant pour essayer de se comprendre un peu mieux et de peut-être avoir des pistes sur soi et comment vivre au quotidien sur certaines choses peut-être qu'on ne comprend pas forcément sur soi. Un monde après l'autre de Jodie Taylor, le premier tome des Chroniques de Sainte-Marie, qui en a 14 ou 15, je ne sais plus. Très sympa. C'est une aventure de voyage dans le temps un peu rocambolesque, très anglais, c'est très drôle, il y a des rebondissements de partout, vraiment on ne s'ennuie pas. Mais peut-être qu'on ne s'ennuie pas assez. Je veux dire, les péripéties s'enchaînent. Dans le premier tome, c'est plusieurs années qui sont mises dans un seul tome, donc c'est quand même très rapide, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, waouh, on aimerait peut-être que ça se calme un peu pour l'héroïne, qui par contre est très attachante, assez originale dans sa construction. Il y a de tout, il y a de l'aventure, des trahisons, des rebondissements, de la romance, de l'amitié, et le côté voyage dans le temps qui est très bien fait et très intéressant. Donc voilà, une très bonne première lecture, mais j'ai été un peu dérangée, on va dire, par cette accumulation de rebondissements et de péripéties, où au bout d'un moment on se dit, faudrait peut-être que Maxwell puisse vivre un peu tranquillement de temps en temps. Force Wing de Rebecca Yarros, j'ai enfin lu cette pépite, je ne sais pas, mais en tout cas ce roman dont tout le monde parlait. J'ai pu le lire en lecture commune et j'ai été très agréablement surprise parce que comme j'ai pu le dire au début de la vidéo sur la romantasy, j'avais un peu peur, surtout quand il y a autant de hype autour d'un roman. Et au final, je comprends tout à fait pourquoi. Au départ, j'étais un peu sceptique, notamment sur Xaden, le côté beau, brun, ténébreux, sombre, bon, voilà, vu et revu malheureusement en termes de book boyfriend, mais très vite, on finit par s'attacher à lui malgré tout. L'écriture est très entraînante. Évidemment, c'est pas un chef-d'œuvre de la littérature, mais elle a ce talent, je pense, de savoir construire une histoire qui fait qu'on a vraiment envie de savoir la suite. Et le poche fait 800 ou 900 pages et j'ai lu ça en 2 ou 3 jours parce que c'est vraiment addictif. La plume est très très fluide, il y a de nombreuses péripéties, les personnages sont vraiment attachants. Violette est intéressante comme personnage principal féminin d'une romantasy, ça j'ai beaucoup aimé, que ce soit sa personnalité, etc. Les dragons sont très chouettes. Sur l'intrigue, il y a des choses où on n'est pas très surpris, mais c'est quand même bien fait et le rebondissement, le plot twist final, pour le coup, a été vraiment inattendu pour moi. Donc ce qui m'a laissé finir sur une bonne note puisque j'avais deviné une grosse partie de l'intrigue sinon sur le reste. Donc je suis agréablement surprise vraiment. Je suis pas sûre de lire la suite parce que je lis rarement les suites, mais j'étais contente de comprendre enfin pourquoi tout le monde aime et de dire oui, c'est vrai que c'est bien fait, bien construit et très addictif. Les saisons d'Ashmore Castle de Cynthia Harrod Eagles, saga familiale
qui plaira tout à fait aux fans de Downton Abbey, ce genre de choses. On suit une famille après le décès du patriarche. Le fils aîné est rappelé d'urgence pour prendre les rênes, sauf que lui ne se voyait pas hériter tout de suite. Et donc voilà, lui il va devoir sauver le domaine qui était malheureusement pas très bien géré. Il va y avoir ses petites sœurs qu'il va falloir protéger. Donc voilà, on est entre mariage arrangé, il va devoir intégrer la saison des bals pour trouver une épouse rapidement, la gestion du domaine et évidemment toute la partie aussi sur les domestiques qu'on suit, leurs péripéties, leurs aventures, leurs opinions sur leur maître. Donc voilà, on plonge vraiment au sein de cette maison. Beaucoup de personnages, il faut un peu s'accrocher au début pour se rappeler qui est qui et suivre toutes leurs péripéties, mais ça se lit vraiment tout seul, on est vraiment happé par leurs aventures. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga familiale, qui n'est pas finie, mais voilà, c'est un premier tome déjà très riche avec beaucoup de choses qui se passent. La chaîne de Adrian McKinty, un des rares thrillers que j'ai lu cet été. Un thriller, alors pas forcément surprenant, mais alors très efficace, dans le sens où ça se découpe en deux parties. Et on a une première partie qui est vraiment sur le principe de la chaîne. Et en fait, on commence par une femme qui apprend que sa fille a été kidnappée et que le seul moyen pour que celle-ci soit libérée est qu'elle paye une rançon et surtout qu'elle kidnappe un autre enfant et qu'elle demande elle-même une rançon. Et donc voilà le principe de la chaîne, en fait, ce sont des personnes lambda qui vont être obligées de commettre l'irréparable pour sauver leur enfant. Et donc on va suivre toute cette partie-là sur comment est-ce qu'elle va choisir sa prochaine victime, il faut que les parents puissent payer une certaine rançon, etc. Donc c'est assez intéressant, et en même temps elle doit gérer sa propre peur aussi. Et la deuxième partie c'est sur d'autres choses ensuite, évidemment je dirais pas tout. Donc on sait au final que voilà la chaîne, qu'est-ce qui s'y passe, etc. Mais c'était assez intéressant ce principe de se dire, de mettre des personnages normaux de la vie quotidienne, qui vont être prêts à tout pour sauver leur enfant et même à commettre l'irréparable. Et c'était psychologiquement assez intéressant. Pareil, très bien écrit, très addictif, très entraînant. Vraiment une lecture efficace, et c'est ce qu'on cherche finalement avec un thriller. Meurtre et préjugés de Laurie Forêt, un cosy mystery, et je suis très contente parce que je suis souvent assez déçue, je trouve l'intrigue trop légère, les personnages un peu caricaturaux, ok c'est cosy et c'est léger, mais voilà, je trouve qu'il faut y mettre un petit peu du sien. Et là, on sent qu'en fait c'est une vraie lectrice de cosy mystery qui adore ça et qui a su prendre les bons éléments des sagas existantes pour en faire son propre roman, avec évidemment son amour pour Jane Austen, qu'elle ne cache pas sur son compte Insta, mais qui est repris de manière tout à fait pertinente, je trouve, dans l'intrigue. Les personnages sont vraiment bien construits, on s'attache vraiment à l'héroïne et ça c'est intéressant. L'intrigue, j'avais plus ou moins deviné le coupable, mais c'est quand même très bien fait, on a envie de savoir, et c'est bien mené par petites touches, et j'ai aimé surtout la manière dont l'héroïne se retrouve à enquêter, parce que mine de rien, elle n'est pas enquêtrice, mais il faut bien qu'il y ait un élément déclencheur, et je trouve que c'est vraiment très très bien amené. Plus l'univers du petit village anglais, etc., avec les desserts qu'elle fait, enfin franchement c'était une très très bonne lecture en cosy mystery, et je suis sûre qu'il trouvera un large public. En tout cas, je lui souhaite pour son premier roman. Âme brisée d'Akira Mizubayashi, un roman d'un auteur qui a obtenu le prix Nobel de littérature, et c'est un très très joli roman japonais qui, encore une fois, n'a pas eu de coup de cœur à cause de cette fameuse distance. Si tu as déjà vu d'autres vidéos bilan, tu devrais peut-être commencer à le savoir. J'ai du mal avec la littérature japonaise à cause de ça, de cette distance dans l'émotion qui fait tout le sel, je suis d'accord, mais moi j'ai un peu de mal à raisonner avec. Où on suit voilà, une vie d'un jeune garçon qui a vu son père être emmené par des soldats et il ne lui reste que son violon brisé, l'âme étant une partie du violon. Et donc c'est un récit de reconstruction, c'est un récit de recherche de vérité sur ce qui est arrivé à son père, un récit de musique évidemment aussi. C'est vraiment une très belle quête d'identité et de passé et de vérité, avec cette plume très japonaise, c'est-à-dire tout en pudeur et en même temps c'est franc, enfin ça vient toucher exactement là où il faut que ça touche. Très très beau, très envoûtant d'une certaine manière aussi, on baigne dans cette musique classique, on est un peu emmené. Encore une fois, vraiment une très très belle lecture pour ma part. Obscur et céleste de Marco Malvaldi, une lecture qui m'a étonnée puisque je m'attendais un peu à rien, je savais juste que c'était un peu sur Galilée, mais j'y suis allée un peu comme ça. Et en fait, c'est une sorte d'enquête menée par Galilée au sein d'un couvent où une sœur a été retrouvée morte. Et en fait, déjà, c'est très drôle. Il suffit de lire le début avec la liste des personnages, la manière dont ils sont décrits, c'est très très drôle. Et en même temps, c'est une période où il y a la peste, donc il y a aussi une grosse pression politique pour ça, parce qu'il y a la religion qui vient s'en mêler, et puis Galilée, la religion, évidemment, c'est quelque chose. Et on découvre voilà, un Galilée admiré et en même temps craint, parce qu'il est provocateur, déjà d'une, au-delà de ses idées. Et donc on voit comment est-ce qu'il doit jongler entre les filles qu'il a mis au couvent, son nouvel ouvrage qu'il veut faire paraître mais qui doit obtenir l'accord de l'église. Enfin voilà, il y a tout un univers comme ça qui est super intéressant, ça se lit très bien.
Je m'attendais pas du tout au côté enquête, ni au côté très drôle de la plume. Donc ça a été une très belle surprise. Donc il faut imaginer une sorte de, voilà, de Galilée enquêteur en pleine période de peste, aidé de sa fille dans un couvent et d'une autre qui le déteste, aussi au couvent. Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams, un classique du théâtre que je n'avais jamais lu, je n'ai pas vu le film non plus, et ça a été une excellente découverte. J'ai beaucoup aimé la manière dont Tennessee Williams s'empare du principe des didascalies pour en faire limite des mini-romans, mais presque. C'est d'une précision folle, et ce qui fait qu'on s'imagine vraiment les scènes. Et évidemment, la puissance émotionnelle du texte est incroyable. J'étais vraiment sur le cul, et ça m'a donné qu'une envie, c'est de voir le film maintenant. Mais vraiment, c'était assez fou. Voilà, je vais pas m'éterniser dessus, le théâtre, je sais que c'est assez particulier, mais en tout cas, ça a été une très belle découverte. Le temps d'un été d'Abby Jiménez, une romance, ça faisait longtemps, qui a été un peu compliquée au départ parce que la plume paraît très jeune et en même temps c'est écrit au passé simple. Et j'avoue que c'est peut-être bête, mais ça faisait un décalage très étrange de verbes au passé simple. Nous passâmes, nous nous arrêtâmes, ce qui est quand même une plume assez travaillée. Et de l'autre côté, des personnages qui disent meuf, ok, enfin voilà, très familier. J'ai eu un peu de mal avec ça au début. Et puis finalement la sauce a pris et j'ai été embarquée par les émotions et notamment les difficultés de chaque personnage, leur relation avec leur famille très conflictuelle et très difficile, le côté un peu voilà personnage cabossé, leurs insécurités et comment est-ce qu'ils vont travailler dessus, pas forcément grâce à l'autre directement, et c'est ça que j'ai aimé aussi, ils n'essayent pas de se sauver, ils vont apprendre à se guérir soi-même avant tout pour pouvoir être pleinement présent pour l'autre. Enfin, c'était très beau et j'avoue que j'ai un peu pleuré sur la fin. Donc je suis contente que ça ait fini comme ça, malgré un début où j'étais voilà, un peu sceptique sur la plume. Orbital de Samantha Hervé, court roman très poétique, très contemplatif, qui a obtenu le Booker Prize en 2024 je crois. On suit tout simplement un équipage dans une station en orbite autour de la Terre et on va suivre 16 aurores puisque ils vont plus vite que la Terre, donc en fait ils vivent 16 aurores à différents endroits de la Terre sur une seule et même journée pour nous. Et c'est plein de réflexions évidemment sur la nature, sur la planète, mais aussi sur l'humanité, les liens entre les gens. Chaque astronaute, cosmonaute a sa propre personnalité, ses propres réflexions, donc voilà, c'est une écriture très contemplative. En fait, il n'y a pas grand chose à en dire, il se passe pas grand chose, mais c'est une très jolie lecture, voilà, qui pour moi se picore, se savoure presque comme un recueil de poésie. C'est très original et très bien écrit, évidemment. Perfect Enemy de Elema Decker, une romance qui m'a un peu surprise, mais j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec l'autrice qui est venue discuter avec moi de mon retour. C'était très intéressant et encore merci 1000 fois à elle d'avoir fait cette démarche, je trouve ça génial, parce que évidemment quand j'écris ma chronique, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de l'auteur ou de l'autrice, et elle a pu m'expliquer certains choix, certaines choses qu'elle voulait dire et qui ne sont peut-être pas passées de mon côté quand moi je l'ai lu, mais en tout cas c'était très intéressant. Donc on a une romance Enemies to Lovers dans un cadre un peu original qui est une université qui abrite des enfants de criminels, et on a une relation par contre très bienveillante, et c'est ça qui était un peu surprenant. L'autrice parle de plein de choses, de consentement évidemment, de harcèlement, qu'elle dénonce bien sûr, de protection, voilà, il y a l'usage de préservatifs qui est clairement dit, enfin voilà, il y a plein de choses très importantes pour moi qui sont abordées dans cette romance, qui marche très bien en soi. Il y a une intrigue aussi intéressante avec pas mal de rebondissements. C'était plus le cadre, moi, qui me gênait de ce côté un peu criminel, avec notamment le personnage principal qui est enfant de 2 criminels et qui dit qu'il avait eu une enfance stable. Enfin voilà, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer une enfance stable avec une mère tueuse à gages, mais bon, soit. Mais voilà, j'ai pu encore une fois discuter avec l'autrice et c'était très intéressant. Mais j'ai quand même passé un excellent moment de lecture, c'était juste voilà, ce cadre criminel qui moi me titillait un petit peu et qui a fait que j'ai pas eu un coup de cœur. Le voile de la Nouvelle-Orléans de Chloé Neal, urban fantasy qui se passe à la Nouvelle-Orléans, comme son nom l'indique. C'était très sympa. Je me rends compte maintenant que c'est pas que j'ai oublié, mais j'en garde pas un grand souvenir. En fait, c'est un monde où la magie n'est pas très bien vue puisque en gros le monde a été perturbé par le déchirement de la voile. Il n'y a plus vraiment d'électricité, enfin c'est un peu post-apocalyptique. Et évidemment les humains à qui on découvre des capacités magiques sont enfermés. Et donc l'héroïne qui a des capacités magiques va tout faire pour ne pas être découverte, jusqu'au jour où elle est malheureusement attaquée, qu'elle se défend avec ses pouvoirs, et elle va devoir, comment dire, le fait de rester libre à l'intervention d'un chasseur de primes, on va dire, qui va lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs, etc. Et surtout faire la lumière sur ces attaques de spectres qui se multiplient. Et on va se rendre compte qu'évidemment, il y a quelque chose de bien plus grave qui se passe derrière tout ça, donc c'est très efficace. Pareil, l'univers urban fantasy est assez intéressant, ça change un petit peu, je trouve, de ce qu'on peut lire habituellement. La romance est très légère, vraiment elle prend pas beaucoup de place, mais l'amitié est aussi très importante dans cette histoire et je la trouve plutôt bien amenée. Donc voilà, c'est de l'urban fantasy avec des bonnes amitiés, une bonne intrigue, un univers intéressant, une petite dose de romance.
Voilà, de quoi passer un bon moment quand on aime ça. Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, une réécriture de La Belle et la Bête encore, avec une très très belle plume. Vraiment, la plume est très jolie. J'ai trouvé que l'autrice avait vraiment réussi à s'approprier le conte, à en refaire quelque chose d'assez différent, même si on repère évidemment les grandes thématiques et les grands symboles du conte original. Un début peut-être un peu long à mes yeux, mais on est vraiment après embarqué par la romance qui se noue évidemment entre la bête et l'héroïne. Et j'ai beaucoup aimé la construction de son personnage notamment. C'est vraiment une héroïne forte, intelligente, courageuse mais pas téméraire, pas tout le temps en tout cas. Le prince aussi est très bien amené, enfin voilà. J'ai été ravie de cette lecture et je trouve que c'est pour le coup une réécriture vraiment intéressante de La Belle et la Bête. Et la fin laisse présager une suite assez sympa avec un autre conte évidemment, puisque le premier tome reprend uniquement La Belle et la Bête. Des cahiers de flammes de Sherilyn A. Nash et Lou Jazz, un roman qui n'est paru qu'en e-book pour l'instant il me semble, mais il n'en fallait pas plus quand j'ai lu fantasy, dragon et romance queer. Voilà, là forcément ça me parle et on a évidemment un texte intéressant qui commence un peu young adulte avec voilà, des personnages adolescents qui vont se découvrir protecteurs grâce à un lien avec un dragon, donc des dragons élémentaires. Il y a vraiment un aspect dragon, le film, au film d'animation, avec voilà, ces adolescents qui ont chacun leur propre dragon de feu, d'eau, de terre. Et ils vont apprendre à les maîtriser, à travailler avec eux. Et ensuite, les choses prennent une autre tournure, puisqu'on arrive 5 ans plus tard. Ils sont devenus protecteurs, voilà, ils sont dans l'armée, etc. Et il y a une guerre qui se profile. Et donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus politique, beaucoup plus sombre. Et notamment la romance lesbienne, là, qui commence vraiment à prendre de l'importance, puisqu'on a la princesse d'à côté et une protectrice de l'autre, qui vont voir leur amour rendu très compliqué, voire impossible par cette situation politique tendue. Et on termine sur une dernière partie complètement folle, avec des combats épiques. Enfin voilà, c'est vraiment une progression crescendo qui est assez dingue, qui m'a beaucoup plu. Là où au début, je trouvais ça voilà, très young adulte et très mignon. Au final, à la fin, on se retrouve avec un truc assez dingo, qui était vraiment chouette, et beaucoup plus sombre et adulte que ce que je pensais. Et ça m'a beaucoup plu, évidemment. Deux novellas, Le mystère du tramway hanté de P.D. Jelly Clark et Entre les méandres de Engivo. Deux novellas, je les mets ensemble parce qu'en fait, comme c'est très court, j'ai pas grand chose à en dire. Ces deux novellas parus chez La Talente, que j'adore. J'ai adoré retrouver P.D. Jelly Clark avec son univers urban fantasy, drôle, très engagé et en même temps avec un univers hyper original et immersif. Pour Entre les méandres, c'était très chouette, ce côté très conte asiatique. Pareil, c'est une sacrée imagination, deux très belles plumes, deux très beaux univers. Mais j'arrive pas à avoir un coup de cœur sur des novellas parce que c'est trop court. Pour moi, c'est malheureusement beaucoup trop court. J'aime bien quand c'est plus profond. C'est le but de la novella, bien sûr, hein, mais du coup, moi, il y a un côté frustrant que j'ai du mal à dépasser, malheureusement. La Maison des damnés de Richard Matheson, un classique de la littérature d'horreur, de la maison hantée évidemment, qui m'a beaucoup plu. Vraiment, c'est très graphique, très visuel, l'ambiance est très bien rendue avec cette montée progressive de l'horreur et de la folie. C'est très bien écrit, voilà, franchement c'est très efficace. Et j'aurais pu avoir un coup de cœur s'il n'y avait pas eu cette fin que moi je trouve très décevante, notamment sur l'explication de ces horreurs, enfin de pourquoi cette maison est hantée et ce qu'il s'y passe, que j'ai trouvé un peu simple, voire pas inutile, mais en fait j'ai pas spécialement envie de savoir pourquoi est-ce qu'elle est hantée, et surtout qu'ils trouvent une solution entre guillemets. En fait moi j'aimerais que ça finisse mal, voilà. Et là il y a un côté voilà peut-être un peu trop, il y a une explication, il y a une fin, alors elle est pas non plus, c'est pas un happy end, hein, on est bien d'accord, mais par rapport à tout le reste avant, j'aurais aimé quelque chose voilà, de plus sombre en tout cas, et c'est cette fin moi qui m'a un peu déçue malheureusement. Tenir une auberge magique de Sangu Mandana, le nouveau roman de l'autrice qui a écrit La société très secrète des sorcières extraordinaires, et comme pour son premier roman, ça marche super bien. C'est vraiment de la cozy fantasy parfaite pour l'automne. On a une auberge magique, des pensionnaires un peu fous, un peu décalés, mais tellement attachants. Une héroïne qui va partir en quête d'ingrédients magiques pour restaurer sa magie. On a un peu de romance, on a des personnages attachants, on a une intrigue, pour le coup, avec des rebondissements intéressants. Voilà, c'est plein de magie, c'est plein de beaux sentiments, c'est de la cozy fantasy et ça marche très très bien. On est embarqué. J'ai pas eu de coup de cœur, je pense, parce que on retrouve évidemment la patte de l'autrice, mais du coup, il y a moins ce côté nouveauté comme on avait pu l'avoir avec la société très secrète des sorcières extraordinaires à l'époque. Je dirais pas du déjà vu, mais en tout cas, peut-être, c'est moins curieux, il y a moins ce côté originalité, puisqu'à l'époque, la cozy fantasy débarquait à peine en France. Mais ça reste très très efficace. C'est vraiment tout doux, tout douillé, ça donne envie de le lire devant un feu de cheminée avec voilà, son thé et ses petits gâteaux. Il est temps de passer aux lectures 5 étoiles. Il y en a eu pas mal, donc je suis assez contente avant de passer au coup de cœur.
Quand nos os retourneront à la terre de V.E. Schwab. Alors, gros coup de cœur pour ce roman, vraiment une plume incroyable. Ça parle de vampires femmes particulièrement. Ce qui est assez original, c'est queer au possible, une ambiance délicieusement macabre. On va suivre 3 femmes vampires à des époques différentes, on va évidemment comprendre comment est-ce que ces 3 histoires se répondent et se connectent ensemble. Mais vraiment cette plume, enfin j'ai été happée dès le début avec le premier personnage, et on est vraiment sur... le vampire dans ce qu'elle a de sensuel, un peu comme la figure de Carmilla de Sheridan Le Fanu, de violent aussi évidemment parce que c'est une soif immense et toujours présente de sang. Donc on est loin du gentil vampire évidemment, on est sur quelque chose d'assez... pas forcément violent, mais en tout cas de sanglant, ça c'est sûr. Il faut le lire en fait, c'est vraiment une expérience et j'ai vraiment aimé la manière dont elle s'approprie la figure du vampire. Une vraie merveille avec une plume incroyable. Rien n'est noir de Claire Berest, une biographie romancée et très poétique de Frida Kahlo. La plume, déjà vraiment magnifique, d'une poésie folle, c'est très très beau, vraiment très beau. Et on est plongé vraiment dans la psyché de Frida Kahlo et notamment, en fait ça retrace pas forcément toute sa vie, mais c'est principalement lié à son accident et surtout à sa relation avec Diego Rivera, un immense artiste avec qui elle a eu une relation des plus tumultueuses, on va dire ça comme ça. Mais vraiment cette plume, on navigue, on est emporté, on est embarqué dans un chatoiement de couleurs et d'émotions d'une violence folle. Là c'est l'amour mais dans ce qu'il a de plus passionnel et de plus destructeur. Frida Kahlo est une immense artiste et c'était très intéressant voilà, de voir comment est-ce qu'elle envisage son art, comment est-ce qu'elle se nourrit de ce qui lui arrive évidemment pour exprimer certaines choses. Une lecture assez incroyable, ne serait-ce que pour la plume. Et même si on ne connaît pas, on n'aime pas spécialement l'œuvre de Frida Kahlo, je pense que c'est vraiment intéressant de lire cet ouvrage. Les promesses orphelines de Gilles Marchand, évidemment qui dit nouveau roman de Gilles Marchand dit qu'il fallait absolument que je le lise pour la rentrée littéraire. Comme d'habitude un coup de cœur pour cette plume si poétique, si humaine, si tendre, si drôle, si musicale, tout à la fois. Je dis ça de tous ces romans mais parce que c'est le cas. Ici on va suivre la vie d'un enfant qui naît à une époque où tout semble possible. Et qui va se passionner pour l'aérotrain, qui est un vrai projet, bon, qui a effectivement capoté, mais qui a été un vrai projet. Et voilà, c'est un enfant rêveur, pas forcément bon à l'école. Il va faire une rencontre amoureuse qui va mener un peu nulle part au départ, mais il ne va jamais l'oublier. Et puis on va le voir grandir, le voir face à ses problématiques, ses espoirs, ses déceptions. Parce que la vie n'est pas forcément rose, loin de là. C'est vraiment une très très belle lecture et ça parle du bonheur évidemment, des rêves que l'on a, de la vie qu'on décide de choisir, qu'on décide de vivre et les choix qu'on décide de faire, avec toujours voilà beaucoup de tendresse, beaucoup d'humanité, pas forcément de pathos, c'est pas forcément non plus toujours tout beau, tout rose, c'est juste la vie dans ce qu'elle a de plus beau, de plus décalé aussi, c'est toujours des personnages un peu à la marge, un peu différents, plus qu'un peu d'ailleurs. Voilà, ce sont des destins qui sont toujours très touchants et portés par une plume absolument magnifique encore une fois. Le maître des illusions de Donna Tartt. Moi qui adore la Dark Academia, je ne pouvais que lire ce roman qui n'a jamais eu cette étiquette puisque ça n'existait pas forcément à l'époque, mais c'est un peu l'ancêtre, pourrait-on dire, de ce sous-genre. Et évidemment, c'était génial. Ça suit un jeune étudiant californien qui se retrouve dans le Vermont et qui va intégrer une drôle de classe de grec ancien. Ils sont 6, avec un prof aussi charismatique qu'énigmatique. Et évidemment, il va voir qu'il y a plein de secrets qui se cachent derrière l'attitude un peu étrange de ses élèves qui eux-mêmes vivent un peu, pas en autarcie mais en tout cas décalés des autres élèves qui sont juste un peu hippies on va dire entre guillemets. Et c'est très Dark Academia parce que voilà c'est très lent, c'est très psychologique mais c'est passionnant et c'est surtout le récit d'un jeune homme qui va vivre et être mené à faire des choix et des actes qu'il n'aurait jamais imaginé faire et c'est assez fou. La psychologie, la manière dont Donna Tartt en tout cas s'empare du sujet et où est-ce qu'elle mène ses personnages jusqu'à la fin qui est absolument génial, vraiment d'une grande richesse émotionnelle et psychologique, enfin franchement c'est exactement ce que j'aime. Et cet univers voilà effectivement d'université et de ses élèves qui vivent leur cursus de grec ancien à peut-être un point qu'on ne peut pas vraiment imaginer parce qu'au-delà de la langue c'est aussi voilà une manière de vivre, c'est une philosophie de vie, c'est une manière de voir les choses, les actes, les conséquences qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Dungeon Crawler Carl, le tome 3 de Matt Zinniman, on continue cette saga de l'ITRPG, j'ai toujours autant d'affection pour cette saga. Ce tome 3 est complètement dingue, j'avoue que je suis même pas sûre d'avoir tout compris à ce réseau ferroviaire de l'enfer. Pour le coup c'est l'univers qui est vraiment intéressant, donc c'est un ensemble de lignes et d'arrêts de métro complètement fou, très dangereux évidemment, et qui à la fin prend une
dimension inattendue, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est toujours aussi intéressant, c'est toujours aussi drôle avec Princesse Donut, Carl évidemment, et il y a toujours cet aspect géopolitique, etc., les combats, et puis l'évolution des compétences, etc. Je trouve que vraiment l'intérêt de cette saga, c'est à chaque fois la variété et la différence de chaque niveau qui ne ressemble pas du tout à celui d'avant. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 4 avec un niveau qui va être encore une fois très 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 différent. Miss Percy tome 3, on clôture cette saga de Cozy Fantasy qui est sûrement ma saga chouchou. Ça se termine parfaitement dans la lignée des deux premiers. Mildred continue de s'émanciper, sa relation avec Claude continue d'évoluer tout doucement, faut pas exagérer mais c'est toujours très mignon. Beaucoup d'aventures et de rebondissements, là on est vraiment sur le climax de la trilogie, donc il se passe beaucoup plus de choses et c'est beaucoup plus tendu aussi évidemment pour Mildred et ses compagnons d'aventure. Fitz qui continue d'évoluer et de grandir. Enfin voilà, vraiment un troisième tome parfait dans la même lignée que les autres avec toujours cette même plume, ce même humour. Et j'ai adoré retrouver ces personnages. La fin est juste géniale à mes yeux, très touchante, très émouvante, vraiment parfaite pour clôturer la saga. Le chien noir de Lucie Barat, un conte gothique qui reprend plusieurs contes, aussi bien Barbe Bleue que La Belle et la Bête ou Cendrillon, Réponse. C'est vraiment un conte qui reprend les contes de fées à l'ancienne, et quand je veux dire à l'ancienne, c'est-à-dire, déjà ça commence par Il était une fois, mais surtout c'est très noir, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais les contes de fées à la base sont très sombres, et ils ont pour but d'aider à faire face à notre psyché et à nos parts les plus monstrueuses, pour apprendre justement à les concevoir et à les appréhender et à en faire quelque chose. Et on retrouve ici vraiment cet aspect-là. C'est très symbolique déjà, ça j'adore. Le symbolisme du conte est fou. Et c'est voilà l'histoire d'une princesse qui va quitter le joug de son père pour celui de son mari, qui est un roi étrange, un peu à la Barbe Bleue, et qui va être dans un énorme manoir où les plus belles marbrures cachent les plus sombres horreurs. J'en dirai pas plus, mais voilà, il y a des scènes graphiquement très visuel et assez sombre vraiment, mais j'ai vraiment aimé retrouver aussi bien cette plume très symbolique que l'aspect conte dans ce qu'il a de plus initiatique en fait finalement. Hawks and Kisses d'Elodie Colliard, lu en anglais puisqu'elle n'est sortie qu'en anglais pour l'instant, et j'ai adoré cette romance. Déjà rien qu'avec la préface où l'autrice dit que écrire et lire c'est politique, merci, et que les choix qu'on fait ne sont pas anodins, merci. Et donc notamment elle parle de l'autisme à travers la petite sœur du personnage principal masculin, et j'ai trouvé le traitement très bien fait. Je pense que ça s'explique par le fait qu'elle a fait appel à des sensitive readers sur le sujet de l'autisme notamment, mais j'ai aussi aimé les tropes small town effect dating et la manière dont la relation entre les deux personnages se noue, entre Zoé et Matt, et surtout, pour une fois, j'ai trouvé les scènes de smut bien écrites et originales, c'est-à-dire originales dans le sens où quand on y réfléchit bien, la plupart des scènes de smut, c'est toujours un peu les mêmes postures, les mêmes positions, les mêmes pratiques, ça tourne un peu en rond. Et là, j'ai trouvé que vraiment c'était original. C'est pas forcément refaire le Kama Sutra, mais ça change, voilà, tout simplement. C'est bien écrit, c'est sexy à souhait. J'ai vraiment tout aimé, que ça soit les personnages, leurs blessures, la manière dont ils ont été construits, les thématiques abordées. Vraiment, moi, des romances comme ça, j'en veux encore plus. Et si possible, traduite en français, ça serait d'autant mieux. My High de Liz Tomford, premier tome de la saga Windy City. J'étais sceptique parce que j'avais vu beaucoup de hype et au final j'ai été complètement embarquée. J'ai lu ça pendant un long voyage en train et je l'ai dévoré pendant ces 6 heures de train. C'était vraiment une très bonne surprise. Alors oui, ça ne révolutionne pas le genre, on est bien d'accord, mais c'est très efficace. J'aime beaucoup ces personnages où on découvre évidemment leurs insécurités, leurs peurs, leurs faiblesses et qui vont trouver l'un dans l'autre quelque chose qui leur donne envie de changer. C'est un Enemies to Lovers au départ assez bien fait parce qu'il est quand même drôle, dynamique, mais voilà, le côté émotion est vraiment très sympa. Je lis souvent qu'il est très long, c'est vrai que c'est pas une courte romance, mais ça permet aussi de développer certaines choses, notamment il y a un côté encore une fois fin de famille, amitié qui est très très agréable, et ça permet une certaine évolution des personnages aussi quand même, donc c'est plutôt chouette. En tout cas moi j'ai été agréablement surprise. Encore une fois, oui, ça reste une romance Enemies to Lovers avec des scènes de smut, etc. Mais c'est bien fait. La seule chose, mais je l'ai lu après, c'est que, paraît-il, les personnages sont censés être afro-américains. Il est vrai que ça ne se voit pas du tout dans l'écriture du roman. C'est dommage, parce que si on veut mettre des personnages afro-américains, ça a un sens et ça a un intérêt. Et là, honnêtement, moi, je l'ai pas senti du tout. Vu que ça ne se sent pas, j'arrive pas à savoir si c'est vrai ou pas.
Mais en tout cas, j'ai vu plusieurs personnes en parler, donc je suppose que c'est potentiellement vrai. Et si c'est vrai, c'est vraiment dommage. Et ça prouve que voilà, faire des personnages racisés, c'est pas anodin et ça doit être bien fait quand même pour que on puisse se projeter un minimum. Encore une romance Happy Place d'Emily Henry. J'aime beaucoup cette autrice et là, elle tape fort avec un roman qui, au-delà de la romance, parle évidemment d'amitié. Puisque pendant une semaine on va suivre un groupe d'amis et Harriet et Wynne vont devoir faire semblant d'être ensemble puisqu'ils n'ont annoncé à personne qu'ils avaient finalement rompu après des années et des années de couple. Et ils ne veulent pas le dire parce que voilà, c'est une semaine qu'ils vivent ensemble et ils n'ont pas envie de gâcher ça alors que c'est un groupe d'amis soudés depuis super longtemps. Et donc ça parle voilà de l'amitié mais aussi de relations changeantes, ils passent à l'âge adulte et ça fait peur de voir les relations évoluer parce que nos opinions changent, nos modes de vie changent, ce qu'on a envie de faire, notre vie change. C'est plus l'université, c'est plus les études. Et je trouvais un peu ce côté voilà, coming of age un peu assez très 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 touchant. Et j'ai adoré les interactions entre Harriet et Wynne. C'est drôle, c'est émouvant à souhait. Vraiment, vers la fin, j'avais les larmes aux yeux tout le temps. Mais c'est pas que ça. C'est aussi l'amitié d'Harriet avec ses amies Chloé et Sabrina. C'est aussi la santé mentale, c'est aussi la pression familiale, les choix de carrière qu'on fait pour soi-même ou pour les autres malheureusement parfois. Enfin voilà, ça porte plein de sujets de l'âge adulte qui parlent beaucoup à ceux qui ont 20 ans, 30 ans. et surtout avec cette plume qui marche toujours très bien entre humour et émotion chez Emily Henry. Je termine avec un peu de développement personnel, Guéris tes blessures de Nicole Lepera. Pareil, je vais pas trop m'étendre dessus parce que développement personnel c'est toujours compliqué d'en parler, mais c'est un ouvrage que je trouve vraiment intéressant et que tout le monde devrait lire, notamment parce qu'elle ne propose aucune recette miracle, elle propose juste des pistes pour faire le travail. Et ce travail, c'est d'aller voir un psy déjà, mais ceci, voilà, faire des petites choses sur soi, et elle aborde voilà les blessures émotionnelles, les traumatismes, et on sent que c'est une psychologue clinicienne, voilà, elle part pas de nulle part, elle dit plein de choses très vraies et avec des éléments qui se suivent en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle le dit, les dernières pistes qu'elle donne, si on n'a pas fait le travail avant, ça sert à rien, parce qu'il va rien se passer en fait. Et donc j'ai beaucoup aimé cette perspective-là, qui est loin du développement personnel un peu, de quand on veut, on peut, non c'est pas aussi facile que ça, loin de là, et d'aller voir ce qui s'est passé avant, qui explique pourquoi est-ce qu'on est comme ça maintenant, et si on a envie de changer, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ce travail, qui sera le travail d'une vie aussi, et ça c'est intéressant, elle le dit plein de fois. C'est pas une thérapie et hop on ira mieux pour toute notre vie, des fois on retombe dans d'autres travers parce qu'on est humain, mais en tout cas après on a les outils pour aller mieux, se sentir mieux et en tout cas peut-être faire les efforts nécessaires sur plein de domaines de notre vie, que ce soit dans nos relations avec nous-mêmes, avec les choix de carrière, de relations amoureuses, etc. Primal Hunter tome 3 de Zogart qui vient de paraître et que j'ai aussitôt dévoré. J'aime beaucoup cette saga et je crois que ce tome 3 a réussi à me faire aimer encore plus cette saga si cela est vraiment possible. Pourquoi ? Parce que là on est sur la nouvelle Terre et donc on a Jake bien sûr, mais on va avoir un côté gestion de la colonie, donc comment est-ce qu'on s'en sort sur cette nouvelle Terre d'un point de vue vraiment un peu politique, relations entre différentes villes, commerces, comment est-ce qu'on reconstruit une ville aussi avec l'économie, les différents corps de métier. Et puis Jake évolue évidemment, que ça soit aussi bien dans sa profession que dans sa classe, donc on va avoir des combats épiques, on va avoir de la pratique de l'alchimie, on va avoir son évolution personnelle aussi, avec un peu plus de choses sur son passé. Moi j'ai trouvé que c'est un tome vraiment intéressant, avec des combats épiques certes, mais aussi des combats vraiment difficiles, qui vont le mettre à mal et qui vont montrer que même s'il est très fort, voilà, parfois c'est très rapide, mais parfois c'est difficile parce que il n'est pas forcément bon partout, il prend conscience de ses faiblesses, il va apprendre à travailler dessus, donc j'ai trouvé que c'était un tome 3 vraiment très varié dans les thématiques et dans les phases, qui permet de ne jamais s'ennuyer et de continuer d'avancer avec Jake dans cette nouvelle terre. Donc vraiment là j'ai très hâte de lire la suite et ça confirme clairement ma préférence pour Primal Hunter parmi toutes les sagas de l'ITRPG. Et je termine rapidement sur du manga où j'ai lu les tomes 3 et 4 de DRCL et les tomes 10 et 11 de Freerun. J'aime toujours autant ces sagas de manga, je vais pas m'éterniser dessus. DRCL, donc c'est une réécriture de Dracula, gothique, c'est bien sombre. Là les tomes 3 et 4 ça part dans des trucs waouh. Je ne m'y attendais pas mais c'est génial, l'esthétique est une merveille. Et Freerun, c'est toujours aussi bien. Pareil là ça prend un peu, pas une autre tournure, mais ça aborde d'autres sujets, et notamment sur le personnage de Freerun, mais pas que, sur d'autres personnages qu'on a découvert à l'Académie des Mages, etc. J'aime toujours autant et voilà, j'ai hâte de continuer ces deux sagas. On termine avec mes deux coups de cœur du coup de l'été. Pour le mois de juillet, c'est le journal secret de Charlotte Brontë de Ciri James. J'ai reçu ce livre en cadeau, je ne connaissais pas du tout.
Et on me connaît vraiment très bien parce que j'ai adoré. Pourquoi? En fait, c'est une biographie de Charlotte Brontë. Donc c'est vraiment inspiré de ses écrits, de ses textes, de sa vie. Parce que voilà, on va la découvrir avec ses sœurs, avec son frère, avec tout ça. Donc c'est vraiment une biographie. On apprend vraiment des choses très intéressantes sur Charlotte Brontë de manière générale. Mais c'est romancé de telle manière qu'on a l'impression de lire les journaux intimes de Charlotte. Et notamment dans son histoire d'amour, pas impossible mais presque. Mais en tout cas, une histoire d'amour qu'elle aurait pu écrire tellement elle est incroyable. Ça prend pas toute la place, mais quand même, du roman. Donc c'est vraiment un roman qui, moi, mélange tout ce que j'aime. C'est-à-dire, déjà, ça parle de Charlotte Brontë, l'autrice de Jane Eyre, qui est juste mon roman préféré. Il y a de la romance, qui est vraiment poignante. Il y a un côté biographique que j'ai adoré, parce que c'est passionnant, on apprend vraiment beaucoup de choses. Et c'était vraiment très beau de voir Charlotte Brontë, sa personnalité, la manière dont elle a de communiquer, de travailler avec ses sœurs, de voir aussi les drames qu'elle a vécu malheureusement. Donc ça mélange un peu tout parce qu'il y a le côté aussi atmosphérique des Landes, voilà, elle qui vivait complètement éloignée dans une petite maison, un peu perdue au milieu du vent et de la pluie. Je ne sais pas quoi dire si ce n'est que c'est passionnant parce que ça mélange vraiment tout. On a l'émotion, on a le côté intéressant mais sans être didactique et chiant d'une biographie, on va dire, pas romancée. Et en même temps, voilà, c'est vraiment une histoire qu'elle aurait pu écrire tellement elle est incroyable. Et ça, pour le coup, c'est des choses que je ne savais vraiment pas sur Charlotte Brontë. Donc un vrai coup de cœur pour ce roman. Pour le mois d'août, La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Gros coup de cœur pour ce roman de Cozy Fantasy qui aborde plein de sujets. On va suivre Linus, un homme d'une quarantaine d'années qui a un rôle très important puisqu'il doit aller dans des orphelinats d'enfants magiques placés pour déterminer si les conditions sont réunies afin que les enfants s'y sentent bien. Il croit vraiment à son métier, pour lui vraiment la priorité ce sont les enfants, sauf que il ne voit pas toujours les conséquences de ses choix dans une société qui est quand même très réglementée, et voilà, pour lui il fait son devoir, il est vraiment très empathique en soi dans ses choix, mais en même temps, il a ce côté, voilà, une fois que j'ai donné mes recommandations, après ça ne me regarde plus. Jusqu'au jour où il est choisi pour aller mener une mission de la plus haute importance sur une île un peu perdue, où il y a un orphelinat un peu secret, parce qu'il abrite des enfants magiques certes, mais vraiment différents de ce qu'il peut avoir l'habitude de voir. Et parmi ces enfants, il y a notamment Lucie, alias Lucifer, qui est tout simplement l'incarnation de l'Antéchrist, et qui a 6 ans. Voilà, donc il est envoyé un mois là-bas. Et il va faire la connaissance donc de ces drôles d'enfants, tous très différents et étranges par rapport à ceux qu'il a l'habitude de côtoyer au quotidien dans son travail. Mais il va surtout faire la rencontre d'Arthur, donc le directeur et maître de cet orphelinat, qui va aussi lui apprendre à ouvrir son cœur. Donc c'est très émouvant. Vraiment que ça soit le fait que ces enfants différents magiques sont rejetés par la population locale. Donc ça aborde la question de la différence et ce ne sont que des enfants. Donc c'est vraiment très triste parfois de voir certaines choses, enfin de lire certaines choses. Donc ça aborde la différence, ça aborde aussi le sens un peu du devoir et les choix que l'on fait parfois au nom des règles et du devoir, mais est-ce que c'est toujours ce qui est juste? Ça aborde aussi la question de la morale et de la justice. C'est aussi une très belle romance queer, homosexuelle, qui ne prend pas du tout le pas, qui vient peaufiner et ajouter ce petit truc en plus qui fait que c'est juste trop beau. Et surtout c'est une romance qui ne se passe pas mal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de drama, en tout cas pas à cause de leur identité sexuelle en tout cas. Oui, il y a du drama, mais c'est lié plutôt à la mission de Linus, à ses enfants, à ce qui s'y passe, mais le fait qu'ils soient tous les deux homosexuels n'a rien à voir avec les drames de l'histoire. Très beau, très doux, très touchant, c'est très drôle. Lucie est très drôle, vraiment. Tous les enfants sont très drôles, on s'attache énormément à chacun d'entre eux. Le côté fin de famille il est évident et très bien fait. Franchement, j'ai lu ça en une après-midi, j'ai été embarquée, c'est doux, c'est tendre, c'est drôle, c'est touchant, enfin, c'est exactement ce qu'on attend de la Cozy Fantasy. On est entre du feel good, du fantastique et une ambiance pleine de magie. Franchement, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien par une journée de pluie de lire ça et de voir qu'on peut encore ouvrir son cœur et qu'il y a de la beauté dans ce monde, dans les relations humaines, et pas forcément que dans les relations amoureuses, des relations de cœur qui se construisent petit à petit. Enfin voilà, un gros coup de cœur aussi pour ce roman. On arrive sur la fin de cet immense bilan de l'été. J'espère reprendre des bilans mensuels, ça serait quand même plus simple que de faire 2 mois par 2 mois. Mais en tout cas voilà, c'était intéressant de revenir sur 2 mois de lecture et de voir tout ce que j'ai pu lire. Si tu as lu certains romans que tu as aimé, pas aimé, je suis tout oui en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!